Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandara TV Débat. Mais de quoi allons-nous débattre aujourd'hui? Eh bien d'un sujet financier très tendance. Il s'agit de FinTech. Mais qu'est-ce que la FinTech? Comment se développe ce secteur? Quel pays en est le leader? On en parle tout de suite avec Yacine Rigraki, expert FinTech en Chine. Yacine Rigraki, bonjour. Bonjour Camille, merci de m'inviter. Eh bien merci d'être venu jusqu'à nous. Tout d'abord, la FinTech, qu'est-ce que c'est exactement? Alors la FinTech, c'est un domaine d'innovation technologique qui est de plus en plus répandu de nos jours, mais qui existe depuis pas mal de décennies. Pas mal de décennies. Effectivement. Je pensais que c'était tout nouveau. Alors c'est bien plus récent en termes de technologie, d'innovation, etc. Mais ça existe depuis bien avant la crise des subprimes en 2007. Ouais. En 2007, on a eu de nouvelles FinTech qui ont apparu parce que les banques innovaient beaucoup moins, mais aujourd'hui, ça concerne notamment les paiements, le crédit, l'assurance, on parle d'InsurTech. D'accord. Ça concerne aussi l'asset management, la banque en ligne. Donc, ça se développe de plus en plus. Hein. En fait, un secteur qui on va dire, il y a des ramifications. Tout à fait, ça se développe. La plupart des pays ont des FinTech. Les entrepreneurs s'intéressent de plus en plus à ça, les fonds d'investissement s'intéressent à ça, les banques s'intéressent à ça, et ce n'est pas uniquement un domaine réservé aux banques, comme ce qu'on pourrait croire. La finance, généralement, en effet. Est souvent associée à la banque, mais aujourd'hui, ça concerne n'importe quel type d'acteur, que ce soit financier ou non financier. Alors, moi, j'ai entendu dire que la Chine est assez avancée dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tant qu'expert FinTech en Chine, où en est le développement en Chine dans ce domaine par rapport à l'Europe? Alors, en Chine, on parle très peu de FinTech, on parle beaucoup de TechFin. TechFin? TechFin, la différence c'est qu'en fait… C'est la même chose, non? Ça pourrait être compris de la même chose, mais c'est en fait plutôt des géants technologiques qui offrent des services financiers. Donc c'est le cas d'Alibaba avec voilà. Group ou Tencent, mais c'est aussi le cas aux États-Unis avec Google, Facebook, etc. Donc en fait, en Chine, ça se développe énormément. On parle même de cashless, ça fait 10 ans que la Chine est cashless. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'un téléphone portable. Aujourd'hui, on peut même payer avec son sourire. On n'a bien sûr plus besoin de cash. Payer avec son sourire. Tout à fait. On n'a plus besoin de cash ou de carte de paiement. Et tout se passe finalement par un téléphone ou par la biométrie, dont le visage, etc. Donc il y a quelque chose à savoir sur la Chine, c'est qu'aujourd'hui, elle est extrêmement avancée. Elle a peut-être 2 à 3 ans d'avance par rapport aux autres pays. Et carrément. Carrément. Et en fait, c'est le leader mondial, vous me confirmez? Alors, je le confirme de par l'usage, de par la taille des géants. L'usage et la taille. La taille, la technologie aussi, parce que vous voyez l'exemple d'un groupe aujourd'hui est le groupe qui a déposé le plus de brevets en termes de blockchain, ce qui est assez énorme, et c'est une technologie finalement futuriste. Au-delà de ça, je l'ai évoqué, l'intelligence artificielle avec la biométrie. Donc le fait de reconnaître un visage pour pouvoir payer, mais aussi d'autres domaines, notamment le fait d'avoir des marchés plutôt monopolistiques et plutôt homogènes. Ce n'est pas le cas d'autres pays. En Europe, on a, par exemple, dans chaque pays, différentes FinTech. Chaque FinTech offre un certain service particulier. En Chine, c'est plutôt géré par 2 géants qui sont Alibaba et Tencent, qui détiennent 90% de part de marché des paiements digitaux. Et donc, 90% à 2, hein. À eux deux, ils détiennent 90% Tout à fait. du paiement digital. Tout à fait. C'est énorme. C'est énorme, et c'est la raison pour laquelle aussi il y a des nouvelles réglementations c'est ce que j'allais vous poser comme question. Tout à fait. Donc l'État essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement 2 acteurs. Bon, aujourd'hui, il y a énormément d'autres acteurs. Il n'y a pas que Alibaba et Tencent. Lesquels, par exemple? Par exemple, Douyin. Douyin, on en parlera tout à l'heure, justement. Ouais. Il y a Jingdong qui offre aussi sa solution de Jingdong paiement. aussi. Il y a Ping An. Ping An, donc c'est un assureur. Un assureur. Jingdong étant on va dire, le 2e acteur sur le marché chinois d'e-commerce. C'est toujours le 2e acteur après Alibaba. Bon, ils sont plutôt ex-aequo. Ça dépend des mois, ça dépend si on voit certains mois, des fois c'est Jingdong, d'autres mois c'est Tmall. Donc ça dépend des. Donc eux, ils ont par exemple développé Jingdong Finance ou Jingdong Digits, qui est leur solution de paiement à eux. Donc en fait, le marché, bien sûr, est occupé en plus grande partie par Alibaba et Tencent, mais les autres acteurs commencent à se développer. Donc l'État chinois aimerait faire en sorte que
tout le monde soit un peu sur le même piédestal et puisse offrir des solutions de paiement sans avoir deux acteurs leaders finalement. Ça veut dire que voilà, à partir d'un certain niveau de développement, eh bien, l'État chinois essaie quand même de regarder un peu ce qui se passe pour mieux réguler. Hein. Tout à fait. C'est peut-être pour éviter ce phénomène de, on va dire, de domination sans partage, non? Alors, il y a peut-être une raison, c'est ça, oui. Certes. Le fait d'avoir 2 ou 3 géants, ça ne laisse pas beaucoup de place aux autres. C'est ça. Donc leur objectif, c'est vraiment d'avoir des dizaines et des dizaines de géants, pas uniquement d'avoir uniquement Alibaba, Tencent, etc. Surtout que ces entreprises ont l'ambition de s'internationaliser. Donc elles vont certainement se heurter à des restrictions d'entrée dans certains marchés, dans d'autres pays, etc. Donc le fait d'avoir plusieurs géants qui sont là en offrant des solutions technologiques innovantes, ça va plutôt faciliter l'internationalisation de ces entreprises. Et peut-être aussi, justement, comme je le disais tout à l'heure, hein, casser le monopole d'un ou de deux grands groupes, hein, tout à fait. Ce qui ne favorise pas l'émergence d'autres acteurs. Exactement. Donc ça encourage aussi les entrepreneurs à innover, à essayer de chercher du capital, à offrir des solutions que les consommateurs chinois utilisent, etc. Et c'est le cas, on en parlera de Douyin Pay, aujourd'hui essaie d'innover dans ces solutions. Voilà, on va y revenir. Hein. Alors parlons maintenant plus précisément on va dire d'un phénomène nouveau. Hein. Il s'agit de la monnaie numérique chinoise qui s'appelle DCEP. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, la monnaie chinoise, la monnaie numérique chinoise, DCEP c'est Digital Currency, E c'est électronique, P c'est Payment. Donc c'est une monnaie numérique, ce n'est pas une crypto-monnaie. Ce n'est pas une crypto-monnaie. Hein. Voilà. C'est quoi la différence entre crypto-monnaie et monnaie numérique ? Alors, crypto-monnaie comme le Bitcoin et Ethereum, c'est des monnaies décentralisées. Alors que la DCEP ou la CBDC, Central Banks Digital Currency, c'est une monnaie centralisée, c'est-à-dire qui est émise par un organe central qui est la banque centrale. Alors, je résume, si j'ai bien compris, ça veut dire que la crypto-monnaie, ce n'est pas une monnaie souveraine. Ça n'appartient pas à un État. Tandis que la monnaie chinoise, numérique, c'est une monnaie souveraine. Tout à fait. En ce sens qu'elle est émise par la banque centrale chinoise. Exactement. Okay. Ça ne concerne pas que la Chine, mais la Chine est le pays qui a le plus expérimenté la monnaie numérique. Ça a commencé, disons, ces réflexions de monnaie numérique a commencé en 2014. 2014 ? Oui, par Facebook. Facebook a commencé à émettre l'idée de lancer leur propre monnaie privée. Donc Libra à l'époque, aujourd'hui ça s'appelle Diem. Et ça a un peu éveillé la curiosité de la Banque centrale chinoise et d'autres banques, parce que l'Europe y réfléchit, la Fed aux États-Unis réfléchit. C'est ça, la France a réfléchi, je me souviens. Exactement, il y a des expérimentations qui sont menées parce qu'on voit la montée en puissance de monnaies privées, comme celle de Diem, de Facebook, ou encore le Bitcoin. On voit le prix du Bitcoin aujourd'hui qui a dépassé les $50 000. C'est énorme. Ce qui est énorme. Donc il faut bien sûr renforcer cette souveraineté technologique et numérique, monétaire des États grâce à une monnaie numérique. Ça ne va pas changer grand-chose par rapport à l'utilisateur, c'est-à-dire que... en effet, côté utilisateur, de toute façon, c'est une monnaie qu'ils utilisent pour payer. Tout à fait. Mais ça change, je trouve que c'est quand même, je veux dire, certains parlent de menace pour les banques centrales, quand même, non ? Alors, ce n'est pas une menace pour les banques centrales, ça pourrait peut-être être perçu comme une menace pour les acteurs de FinTech, mais moi, je ne le vois pas comme ça, parce que si on prend l'exemple de la Chine a annoncé officiellement que la Banque centrale allait travailler main dans la main avec, par exemple, Alipay et WeChat Pay pour offrir et proposer cette monnaie numérique. Oui, mais Yacine, c'est différent, le contexte chinois est différent. Si je peux me permettre un petit commentaire sur votre contrôle, parce que de toute façon... la Chine, on le sait, hein, c'est un pays centralisé avec un pouvoir centralisé qui est très fort. Donc, à partir du moment où, on va dire, si un acteur, admettons que ce soit Alibaba, lance une crypto-monnaie, forcément, je vais dire, la Banque centrale chinoise a un droit de regard. Bien sûr. Ce qui n'est justement
si j'ai bien compris, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin, enfin de la monnaie, on va dire, de la crypto-monnaie lancée par c'est Yahoo, non? Oui, au Japon. Au Japon, Tout à fait. parce que ce sont des monnaies créées par des acteurs privés qui échappent au contrôle Exactement. de banques centrales. Et qui C'est sont pour très ça que je parle de spéculatifs. menace, justement. Enfin, Oui, en vous dehors avez de la raison. Chine. Vous avez raison. Ouais. C'est une menace dans le sens où Ouais. le Bitcoin Ethereum est incontrôlable. D'autant plus que la monnaie telle qu'on la connaît jusqu'à présent, elle est émise par une banque centrale. Tout à fait. Tandis que le Bitcoin, ou je sais pas, parce qu'il y a une dizaine, voire plusieurs dizaines de variantes, c'est pas du tout émis Tout à fait. par les banques centrales. Tout à fait. Et le Bitcoin et les crypto-monnaies de manière générale sont très spéculatives. C'est-à-dire Très qu'on va- spéculatif. on va voir le cours augmenter, baisser, on ne sait pas vraiment pourquoi. Par Montagne contre, russe. une monnaie numérique, c'est une monnaie fiduciaire qui est digitalisée. Donc en fait, c'est comme le dollar, juste le yuan, digitalisé. l'euro. En fait, ça reste une monnaie fiduciaire, Tout à mais fait. digitalisée. Exactement. Donc ça ne change rien. Et d'ailleurs, les banques centrales vont travailler étroitement avec les banques traditionnelles pour pouvoir proposer cette monnaie directement sur les wallets. Oui. Donc ça peut être les wallets de banque, ça peut être les wallets de fintech, Alibaba, Tencent, etc., qui offrent leur propre wallet déjà. Ben, justement, ce qui nous amène à parler des différentes expérimentations dans des villes chinoises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors il y a eu 3 villes où il y a eu de grandes expérimentations. La première est la ville de Shenzhen. Shenzhen, forcément. Le hub d'innovation, forcément, Ouais, a commencé c'est ça. par cette ville-là. Après, il y a Ouais. Suzhou, il y a Chengdu dernièrement. À Suzhou. Tout à fait. Et Donc, pas Hangzhou, ville de Jack Ma. ça reste le Zhejiang. Enfin, Ah le oui, Jiangsu, la le Jiangsu, province pardon. du Voilà. Zhejiang, voilà, Exactement. où se trouvent Suzhou et Hangzhou. Exactement. Bon, après, l'idée, c'était vraiment de. Bon, je crois même que le Suzhou, c'est le Jiangsu. Non, c'est pas le. Mais c'est peut-être une confusion de ma part. Mais l'idée, C'est mieux la Chine que moi, là. Excusez-moi. L'idée, c'était vraiment de faire connaître cette monnaie digitale. Donc, ils ont la Banque centrale chinoise a distribué gratuitement l'équivalent de 120 millions de yuan directement via ce qu'on appelle des hongbao, c'est des enveloppes rouges. Ah, les enveloppes rouges. Tout à fait, oui. et utilisées dans des points de vente dans ces villes-là. C'est la Banque centrale chinoise qui a mis à la disposition des différentes banques, on va dire, locales, c'est ça? Non. Non. Alors Comment ça a fonctionné sous forme de loterie, c'est-à-dire que les utilisateurs devaient télécharger une application, avoir accès à cette application, et certaines personnes sont sélectionnées pour utiliser cette monnaie. Via Donc, leur téléphone leur mobile, téléphone c'est ça? mobile. Tout à fait. D'accord. Donc Ah ça oui. fonctionne avec un QR code, le fait d'aller dans un magasin pour payer avec un QR code, comme Alipay et WeChat, pareil, sauf que c'est émis par la Banque centrale. Donc le fait de le lancer, d'expérimenter, c'est de voir, de tester le marché, etc. Et d'ailleurs, il y a Jingdong, on en parlait tout à l'heure, Oui. le e-commerce en Chine, Oui, concurrent d'Alibaba, le deuxième qui acteur, lui est le premier acteur e-commerce à accepter la monnaie digitale chinoise sur sa plateforme. Oui. Et pourquoi pas Alibaba? Ça va certainement venir par la suite. Et d'ailleurs, ils ont annoncé officiellement qu'ils allaient travailler étroitement avec les grands groupes chinois parce que les Chinois ne se passent pas pour l'instant de ces géants et il faut travailler avec eux main dans la main. Shanghai, donc j'ai évoqué 3 villes, mais Shanghai a été la première ville où il y a 2 centres commerciaux qui acceptent officiellement cette monnaie numérique. Donc c'est plus dans l'expérimentation, mais c'est vraiment dans l'acceptation. Ah oui, c'est dans l'acceptation. Mais comment ça fonctionne au quotidien alors? Alors c'est comme un wallet classique. Bah Donc, oui. avoir une application, Ouais. on reçoit de l'argent numérique donc, et on paye. Par exemple, je reçois 200 yuan, je vais acheter un produit à 200 yuan, je vais utiliser mon QR code directement. Mais en fait, je ne vois pas trop la différence entre cette monnaie lancée par la Banque centrale chinoise à titre d'expérimentation et Alipay et WeChat Pay. De toute façon, pour l'utilisateur, je trouve que je ne vois pas trop la différence. Vous avez raison et ça ne change Bah rien oui, mais pour dans ce cas-là, l'utilisateur. pourquoi prendre cette initiative? C'est ça que je ne comprends pas très bien. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est, Ouais. je voulais évoquer la souveraineté numérique et monétaire. C'est-à-dire que si jamais Alibaba, Tencent lancent leur propre monnaie, ce qui est possible comme ce que Facebook comptait faire, au moins Facebook, l'État... c'est ça, c'est pas Yahoo, c'est Tout à fait. Facebook, ouais.
l'État a au moins un dispositif digital pour la monnaie. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il faut savoir qu'en Chine, il y a 250 millions de personnes qui ne sont pas bancarisées. Donc il faut permettre à ces gens-là d'avoir accès aux services financiers. Certes, c'est l'objectif d'Alibaba Tencent avec leurs services financiers, mais l'État, via la Banque centrale, va permettre à ces gens-là d'avoir non seulement accès aux paiements, mais aussi à l'assurance, au crédit, etc. par la suite. On imagine bien cette optique. Et il y a aussi un autre moyen, et je me permets de finir avec ça, c'est que c'est aussi un moyen d'accélérer les paiements internationaux. On a vu que la Chine avait fait un partenariat avec les Émirats arabes unis ou la Thaïlande pour lancer ce qu'on appelle un M-Bridge, c'est-à-dire un pont financier via une monnaie numérique commune. C'est-à-dire qu'il serait... bon, c'est pas lancer une monnaie commune, mais c'est d'être dans le même réseau. Ah oui. Ça date de quand ce projet alors? Alors, ça date de 2 semaines ou 3 semaines. 2 semaines. Ah voilà. Oui, c'est intéressant. Oui. Et en fait, l'idée, c'était bien sûr d'expérimenter ça, de voir comment ça va se lancer à l'avenir. On pourrait imaginer que ça va concurrencer SWIFT, qui monopolise le paiement justement, international. SWIFT. Mais avoir les partenariats qui ont été faits entre SWIFT et un partenaire chinois, on ne voit pas que c'est une concurrence directe. Mais c'est un moyen aussi d'avoir cette souveraineté, de pouvoir gérer les paiements via les moyens digitaux. Et pourquoi avoir lancé cette, on va dire, cette expérimentation avec un pays du Moyen-Orient alors, et pas avec un pays occidental? Alors, il y a le Moyen-Orient, il y a aussi en Asie, la Thaïlande, oui, etc. justement, pourquoi ne pas passer par un pays européen, par exemple? Alors, il pourrait, mais certainement, ça doit être des raisons peut-être politiques qu'on ne connaît pas, ou d'autres raisons, peut-être. Donc, je sais qu'avec la Thaïlande, ils sont déjà très proches par des partenariats. Les géants de la tech sont déjà très présents là-bas, etc. Les géants de la tech chinois. Donc, probablement, ça peut faciliter cette collaboration. Peut-être que ils veulent commencer par ce qui est, on va dire, faisable. Tout à fait. Pour des raisons, on va dire, pratiques. Tout à fait. Exactement. Alors, vous parliez tout à l'heure de Douyin Pay. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Parce que tout le monde connaît Douyin. Enfin, Douyin, c'est la traduction chinoise, la prononciation chinoise de TikTok, c'est ça? Tout à fait. Bon, ouais. TikTok et Douyin sont détenus par une entreprise qui s'appelle ByteDance. Donc ByteDance a lancé TikTok pour les pays qui sont hors de Chine. Donc c'est une application de vidéos courtes. Alors qu'en Chine, on a l'équivalent qui s'appelle Douyin. Douyin, c'est utilisé par uniquement les Chinois. C'est ça, c'est ça. Enfin, Chinois et autres qui sont présents en Chine. Donc c'est pour le marché chinois. Donc Douyin a lancé Douyin Pay, qui est une solution de paiement qui est ajoutée sur l'application. Ouais. Donc vous pouvez par exemple voir un influenceur qui propose des produits et vous pouvez payer soit par Alipay, soit WeChat Pay, soit Douyin Pay. Pour promouvoir ce nouveau moyen de paiement, qu'est-ce qu'a fait Douyin Pay? Ils ont fait un partenariat avec la CCTV pour... la CCTV? Tout à fait. Et pourquoi la CCTV? C'est pas un acteur financier? C'est pas un acteur financier, mais c'est ce qui... Enfin, je rappelle au passage que la CCTV, c'est l'équivalent chinois de TF1. Tout à fait. Voilà. Pourquoi la CCTV? Alors, parce que chaque année, pendant le Nouvel An chinois, il y a ce qu'on appelle le Chunwan. Le Chunwan, qui est la grosse soirée qui est visionnée par plus d'1 milliard de Chinois. Voilà, soirée télévisée, n'est-ce pas? Tout à fait. Avec des spectacles. Exactement, donc grandiose, qui dure 5 heures. Ah oui. Et chaque année, c'est un acteur qui vient distribuer des hongbao. Donc au départ, c'était en 2015 avec WeChat, qui a distribué l'équivalent de 500 millions de yuan. 500 millions de yuan. Donc WeChat Pay n'était pas connu à l'époque, mais a eu une explosion du nombre d'utilisations. Donc ils sont passés de 8 millions à 300 millions d'utilisations en une semaine. Comme ça. Grâce à ça, distribution d'enveloppes rouges. Exactement. Et je voulais juste vous poser excusez-moi de couper quelques secondes. En fait, la distribution d'argent, en fait, c'est de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est WeChat qui a distribué gratuitement. Tout à fait. C'est de l'argent gratuit. L'argent, gratuit, c'est l'argent de. Enfin, l'argent qui est offert. Tencent, c'est pas l'argent public. Ah non, c'est l'entreprise privée qui offre. Ah, oui. C'est un peu comme
un moyen marketing C'est de ça. promouvoir ça. Donc en fait, il joue sur la gamification, on appelle ça, mais le fait de personnaliser l'acquisition de ces rongbao. Alipay a été donc en 2016 le sponsor, Taobao l'année d'après, oui. Kuaishou, etc. Et cette année, Douyin Je Pay, comprends. 1,2 milliard de 1,2 yuan ont été milliard. Hein. distribués. Et Donc, en fait, Douyin a marché, on va dire, dans les pas tout à fait. de Tencent, etc. WeChat. Parce qu'ils ont Je vu comprends mieux là. Ils ont vu L'explosion, de voilà. WeChat. Aujourd'hui, Ouais. plus d'1 milliard d'utilisateurs de WeChat. Donc, Douyin Pay a eu certes raison d'être sponsor de cet événement. Et résultat, Douyin aujourd'hui est une fintech parce qu'ils offrent un moyen de paiement. Donc demain, on pourrait imaginer qu'ils lancent tous les services financiers qu'offre Ant Group, etc. Et surtout avec les réglementations de nos jours qui sont de plus en plus souples pour les nouveaux acteurs et plus strictes pour les acteurs déjà en place, installés voilà. qui ont déjà une taille importante. Donc ça va réellement créer un bel avenir pour la fintech chinoise. Eh bien, je vois que ça bouge beaucoup en Chine alors. Énormément. Eh ben, énormément. Justement, en Occident, il y a quelqu'un, enfin il y a même plusieurs personnes qui disent que les fintechs occidentales feraient mieux de s'inspirer de l'exemple chinois. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors, je le partage déjà depuis longtemps parce que déjà rien que le fait d'être revenu en France après 6 ans passés en Chine, je vois que… Chez Alibaba? Tout à fait, je vois qu'il y a une curiosité de la part non seulement des banques, mais de tout type d'entreprises, françaises, européennes, occidentales, de par ce qui se passe en Chine, parce qu'on voit la montée en puissance de géants du numérique, ce que fait Alibaba, ce que fait Tencent, ce que fait Baidu, ce que fait Huawei, etc. Donc ils sont tous curieux de savoir ce qui se passe là-bas. Et une petite parenthèse, mais la Chine aujourd'hui est le pays qui a dépassé 50% des ventes via l'e-commerce. C'est-à-dire que si vous prenez les ventes totales, ça se passe via l'e-commerce, donc tout le monde est curieux de savoir comment ça se passe. Et un exemple d'innovation qui sont peut-être inspirantes, c'est les super apps. Les super apps, donc c'est des super applications. Ah, super WeChat app. est une super app. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus… Douyin, ça commence à devenir une super app. Tmall est une super app. Qu'est-ce que vous appelez super app? Alors super app, c'est une super application. C'est une application qui va agréger plein de services, financiers, non financiers. Oui. Par exemple, avec Alipay, je peux vraiment tout faire. Multifonction. Multifonction. Je comprends. Si je prends l'exemple de Lydia, ils ont levé des fonds pour devenir une super app. Donc c'est la solution de fintech de paiement française. Google a annoncé que Plex, leur nouvelle solution, va être une super app. Et ce n'est pas uniquement ces entreprises-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, ça vient de Chine. Grab à Singapour est une super app. Gojek en Indonésie est une super app. Donc on voit vraiment cette montée en puissance. Oh là là, ça va vite. Hein. Et ça va vite, et tout le monde s'inspire de ça. Il y a aussi une autre innovation chinoise qui inspire les services financiers de manière générale, c'est le QR code. Le QR code, c'est pas proprement chinois. C'est pas proprement chinois, mais c'est énormément répandu en Chine. Ça a été un moyen pour les fintechs chinoises d'accepter, de proposer les paiements. Donc aujourd'hui, je peux aller dans n'importe quel point de vente en Chine, payer avec un QR code. Aujourd'hui, c'est énormément utilisé de par le Covid, parce que le Covid a encouragé la distanciation sociale. Donc le fait d'utiliser un QR code pour circuler, ça a accéléré. Et le pays où c'est le plus utilisé, c'est la Chine. Donc tout le monde observe ça de cette manière-là. Au-delà de toutes les autres innovations, bien sûr, qui se passent en Chine, parce que je pourrais passer des heures et des heures à en parler. Mais de toute façon, maintenant, la France, je cite l'exemple de la France, puisqu'on vit en France, je vois qu'un nombre croissant de Français utilisent le QR code pour faire beaucoup de choses. Même l'État français l'encourage. Tout à fait. Ouais. Bon, on le voit via l'application Stop Covid. C'est ça. Mais à part ça, quand les restaurants étaient ouverts juste après le premier confinement, ou les bars et les cafés, on voyait un QR code sans menu, juste le QR code pour scanner, etc. Et ça vient de Chine.
Parce qu'en Ça vient Chine, de Chine. on avait, je veux dire, le concept. Le concept derrière. vient de Chine. C'est-à-dire qu'on a un QR code qu'on scanne dans un restaurant en Chine, on a le menu, on sélectionne ce qu'on veut, on paye, sans avoir à demander l'addition ni rien, tout est fait. Aucun contact physique. Aucun contact physique, juste via l'application. Donc là aussi, je vois que cette tendance de QR code est née en Chine et se répand dans le reste du monde. Alors, on va parler plus précisément des réglementations mises en place par l'État chinois pour justement réguler le marché de la FinTech. Et où s'en est aujourd'hui alors, la plus grande réglementation qui a eu lieu date de novembre dernier, novembre 2020, qui concerne les acteurs de microcrédit, donc les micro-prêteurs. Micro-prêteurs. Hein. Tout à fait. Le microcrédit, si j'ai bien compris, ça a été lancé par un Indien. Non ? Ça a commencé effectivement par l'Inde. Oui, par l'Inde. Aujourd'hui, la Chine est très évoluée dans ce domaine-là. Si on prend l'exemple juste de MyBank, qui est la banque en ligne d'Ant Group, Ant Financial, elle a distribué d'ici à fin 2019, ils ont distribué 20 millions de crédits aux PME, TPE. De microcrédits. Oui, 20 millions, ce qui est énorme. Donc la Chine est aussi un énorme 20 millions de yuan. 20 millions de dollars, pardon. Ah, 20 millions de dollars. Non, je suis désolé. 20 millions de microcrédits au total. D'unités. D'unités, tout à fait. 20 millions, c'est beaucoup, un volume. Ah voilà. Oui, c'est beaucoup. Tout à fait. Ah, oui. Donc, en fait, l'État voulait réguler ça. Pourquoi ? Une raison principale, c'est qu'ils ont constaté que, notamment Ant Group, avait Ant Financial, ouais. Donc qui appartient à Alibaba. Hein. Dont Alibaba est investisseur. Bon, c'est pas le bras. C'est le bras, on le voit comme le bras financier. Voilà, le bras droit financier d'Alibaba, mais ça n'appartient pas à Alibaba. Alipay a été créé par Alibaba. Oui. Ant Group est une entreprise indépendante. C'est pour ça que quand Alibaba a lancé son introduction en bourse, Alipay et Ant Group n'étaient pas dans cette entité-là. Donc c'est une entité indépendante. Et qui appartient à qui alors ? Alibaba et d'autres investisseurs. Je comprends. Donc Alibaba est l'un des associés d'Ant Financial. Tout à fait. On comprend mieux. Et même, par exemple, je vous donne un exemple très simple, mais quand j'ai travaillé pour Alibaba, et Alipay, et j'ai dû signer 2 contrats différents, avec des entités juridiques différentes, etc. Parce que Alibaba, donc c'est un groupe autonome, tandis que Alipay appartient, c'est ça, à Ant Financial. Exactement. Qui, lui, appartient à plusieurs propriétaires, investisseurs, dont Alibaba. Tout à fait. Donc vous avez dû signer 2 contrats. D'accord, je comprends. Tout à fait. Bon, après, les créateurs sont les mêmes, Jack Ma, emblématique, etc. C'est toujours pareil. Donc, Ant Group offrait donc des microcrédits via MyBank, via Huobi, JB, qui sont des solutions de microcrédits. Et ils offraient un partenariat avec des banques traditionnelles. Donc, à chaque fois qu'ils octroyaient un crédit, au montant total, 98% de ces microcrédits étaient financés par les banques. Uniquement 2% étaient financés par Ant Group. Donc, l'État chinois, c'est pas beaucoup du tout. Donc, l'État chinois a fixé un seuil qui est 30%. 30%. Tout à fait. Doivent être détenus par le propriétaire, enfin distributeur de microcrédits. Tout à fait. Les 70% par les banques traditionnelles. Exactement. Ah, ça, oui, d'accord. C'est pour réduire le risque. Réduire le risque et aussi éviter une crise de subprime. Parce que le fait d'octroyer plein de petits crédits et d'éviter qu'il y ait des inégalités. Parce qu'il y en a certains qui vont avoir des crédits, d'autres non. Donc le fait d'avoir une réglementation qui soit bien stricte, bien cadrée dès le départ, et on voit la taille de ces géants grossir, etc., avec des scores de crédit, etc., qui sont octroyés. Donc certains peuvent avoir un crédit important parce qu'ils ont un score élevé. C'est comme aux États-Unis avec le FICO. C'est ça. Aujourd'hui, avec cette réglementation, ça force les entreprises de microcrédit, et ce n'est pas uniquement le cas d'Ant Group, mais toutes les autres, Tencent également, etc., de se plier à cette réglementation et de permettre à ces utilisateurs de pouvoir souscrire un crédit, sachant que… Sécuriser peut-être. Sécuriser, toujours sécuriser. Et l'État est là aussi pour défendre l'utilisateur et le protéger. Et je pense que c'est aussi une des raisons, et protéger le marché. Et ils sont long-termistes, ils sont visionnaires. Donc le fait de faire ça, c'est qu'ils veulent qu'il y ait plein d'acteurs sur le marché, qu'il n'y ait pas uniquement un monopole de ces géants-là,
Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, bien au contraire, mais ils vont être forcés à innover parce qu'il y aura de nouveaux acteurs et ça va encourager tout ça. Alors justement, ce qui nous amène à parler justement de la suspension de l'introduction en bourse d'Ant Financial. Vous qui travaillez avec eux, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Parce qu'en Occident, on n'a pas toutes les informations. On sait que Jack Ma a un temps disparu de la circulation et du coup, on s'est inquiété. Tandis que moi qui lis en chinois, j'ai pu accéder à un certain nombre d'informations comme quoi Jack Ma n'était pas du tout en prison comme on le présentait aujourd'hui et que c'était juste, il a eu les régulateurs chinois l'ont convoqué pour avoir une discussion très sérieuse pour, si j'ai bien compris, faire comprendre que, faut réglementer ce marché pour justement défendre les intérêts des utilisateurs. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire pourquoi ça a été suspendu alors? Alors déjà, juste pour commencer par la disparition de Jack Ma, il y a eu beaucoup de spéculations sur ça. C'est ça. Et j'aimerais bien entendre votre point de vue, vous qui connaissez bien, qui travaillez avec eux. Moi, je savais dès le départ que c'était pas une volonté du pouvoir chinois de l'éliminer, pas du tout, parce que le silence, c'est très important pour un homme d'un pouvoir aussi important que celui de Jack Ma, et surtout que Ant Group était dans le collimateur du régulateur. Donc, le seul moyen de pouvoir un peu calmer les choses, c'est de se retirer au moins des médias, etc. Donc, c'est aussi une technique PR, donc de relations publiques, qui est assez classique. Par rapport à la suspension, moi je le vois comme déjà que l'État chinois et le régulateur avaient déjà prévu de réglementer le marché du microcrédit. Donc ça, c'est pas parce que Ant Group lançait son introduction en bourse qu'il voulait réguler. On parlait de la réglementation précédemment. C'est juste que pourquoi c'est arrivé 48 heures avant l'IPO qui allait être le plus gros IPO dans le monde, 37 milliards de dollars, etc. Oui. La plus grosse de l'histoire, non? La plus grosse de l'histoire, tout à fait. Donc ça a été bloqué à 48 heures. Ah oui. Et certes, on a beaucoup parlé du discours de Jack Ma. On n'a pas d'autres versions pour l'instant, même en interne. Il n'y a aucune autre version. Et je la crois à 100% parce qu'il y a eu des critiques, il y a eu peut-être pointé du doigt certaines choses, certains dysfonctionnements où un groupe est très innovant, etc. Et derrière, il y a des accords internationaux sur la finance qui sont peut-être. Et les banques traditionnelles qui ne sont pas aussi innovantes que ce que pourrait être un groupe. Aussi une ce qui est normal. réalité. Et en chinois, on parle de miens. Je crois que c'est aussi la face. Je crois que c'est aussi lié à ça. Après, ça ne veut pas dire que Ant Group ne va pas faire son introduction en bourse. C'est toujours prévu. C'est toujours prévu. C'est toujours prévu. Ça va arriver. Ça va peut-être pas être la plus grosse de l'histoire. Peut-être que ce le sera, mais peut-être que ce ne sera pas avec la même valorisation financière que aujourd'hui ou qu'il y a quelques mois en novembre avant de lancer. Mais ça va l'être. Ça va être un gros IPO et surtout que ça va être lancé à Shanghai et à Hong Kong et qui sont des places financières assez importantes. Simultanément sur ces deux places financières. Tout à fait. Ouais. Alors, qu'en est-il de l'introduction de Lufax, filiale FinTech de Ping An? Alors, Ping An qui est la plus grosse assurance dans le monde. Dans le monde qui est chinoise et qui a créé une fintech qui s'appelle Lufax et qui a lancé son introduction en bourse à New York, 2 milliards 300 millions de mémoire. Et en fait, cette entreprise offre ce qu'on appelle des P2P loans, donc c'est des prêts en peer-to-peer. Donc, B2B, que B2B? Non, peer-to-peer, P2P. Donc c'est de personne à personne, pair à pair. Ah, de personne à personne, d'accord. Ouais. Donc c'est des... Ah oui. Exactement, donc on voit aussi un autre acteur, au-delà des géants Alibaba et Tencent, offrir des microcrédits. Et donc, cette introduction à la bourse a été faite à New York et non pas en Chine, ni en comme Hong Kong, ce que comptait faire ni sur la place de Hong Kong. Pourquoi là comme ce que... on sait bien que les investisseurs à New York
connaissent très bien le marché, etc. Donc pour eux, investir dans une entreprise comme Lufax, c'était un très bon moyen de pouvoir accéder à ce marché-là. Mais aussi parce que Ant Group a voulu lancer en Chine, parce Alibaba était déjà présent aux US, donc ils ont déjà des investisseurs américains. En effet. Donc là, c'était aussi pour toucher un autre public que Ping An Lufax a lancé son entrée en bourse. Alors, dernière question, je crois savoir que vous préparez la publication d'un livre en tant qu'expert FinTech en Chine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors, c'est un livre qui sera intitulé La Nouvelle Chine, comprendre sa culture, s'inspirer de ses innovations. Et c'est un livre que j'ai commencé à préparer depuis pas mal d'années déjà. Quand j'étais en Chine, j'ai commencé à rédiger des choses, etc. Et en fait, l'objectif est triple. Le premier, c'est de donner les clés pour vraiment travailler avec des Chinois d'aujourd'hui. Ça peut être des millennials, des jeunes de 20 ans qui sont sur Douyin ou TikTok, etc. Comme des personnes qui ont 50 ans, 60 ans et comprendre un peu leur culture. Et casser un peu le mur et cette barrière culturelle, parce qu'il y a plein d'a priori, de préjugés, de stéréotypes autour de ça. Donc le but de ce livre, c'est vraiment via des anecdotes de mon vécu en Chine. Moi qui ne parlais pas chinois, qui ai appris chinois sur le tas. Et donc aujourd'hui, vous parlez couramment. Hein. J'essaye de le pratiquer aussi. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir casser ce mur culturel. Le deuxième objectif, c'est plutôt lié à l'innovation. Donc, on a parlé de la Chine innovante. Donc, pourquoi elle est innovante? Est-ce que c'est... On parle beaucoup de copie, mais est-ce qu'il y a une idée derrière? Pourquoi la Chine innove énormément par rapport à d'autres pays? Donc, je parle beaucoup des géants de la tech et je parle de comment la Chine investit énormément dans l'avenir. Et le dernier point concerne les consommateurs chinois. Donc, comment décrypter un consommateur chinois si jamais on vend un livre ou un stylo ou une voiture ou n'importe quel produit à un Chinois, comment ce Chinois réfléchit. Et je pense que c'est très important, surtout de nos jours, parce que le marché chinois est très important pour plein de marques qui veulent s'implanter en Chine ou vendre la Chine. Donc aussi les touristes chinois, ça fait partie de ces marchés-là. Donc il sortira cette année en principe. J'en parle pas plus parce que il n'est pas sorti encore, donc j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler plus en détail. Vous reviendrez quand il sera sorti. Exactement.